Et je laisse pour l'instant la parole à Albin, Albin Le Garois, un habitué de nos journées monstrueuses. Donc, je ne le présente plus directement. Simplement, je cite tout de même le titre de sa communication. Vigo, un canal de la haine. Une étude du portrait de Vigo dans Ghostbusters, dans le deuxième Ghostbusters. Je laisse la parole de suite à Albin. Donc, Vigo, un canal de la haine. SOS Phantom 2, Ghostbusters 2 est un film états-unien réalisé par Ivan Reitman et sorti en 89, 5 ans après le premier. Il est une comédie familiale appartenant au genre fantastique. L'histoire peut être vite résumée. C'est un combat manichéen entre les gentils Ghostbusters, Peter, Ray, Winston et Egon, contre un monstre maléfique, le fantôme de Vigo, un prince des Carpates qui hante une toile depuis sa mort. Celui-ci a décidé de revenir à la vie à notre époque avec l'aide de Janosch Poa en s'incarnant dans un enfant, Oscar, le fils d'une amie des membres de SOS Fantôme d'Anna Barrett. En parallèle à cela, une rivière de slime, une sorte de lave concentrée d'énergie négative, s'écoule vers le musée où la peinture de Vigo se trouve. Au fur et à mesure que l'avènement de ce dernier approche, cette lave devient de plus en plus puissante jusqu'à ce qu'elle sorte de terre et remplisse les rues de New York de fantômes qu'elle fait apparaître. Il ne semble pas exagéré d'affirmer que ce film a marqué son époque et toute une génération. Quand nous disions autour de nous à des gens plus ou moins de notre âge, alors que nous préparions ce texte, que nous allions faire nos présentations de Ghostbusters 2 dans un cadre universitaire, la réaction nous a surprises. Elle était souvent du type trop bien. Puis, après quelques secondes de réflexion, mais tu vas dire quoi? Rassurez-vous, nous avons trouvé quelque chose à dire. Nous avons essayé de savoir pourquoi une simple histoire de fantôme avait pu marquer à son époque à ce point tout un public et en quoi elle lui parlait autant. Pour cela, nous avons centré notre étude autour de simples thèmes traités dans ce film, le bien, le mal et la peinture, pour deviner en quoi ceux-là, dans leur traitement, alors qu'ils ne sont pas forcément très originaux, avaient pu avoir une telle répercussion, voire résonance, encore actuellement en chacun des membres de notre génération. Donc, le slime, une substance émotive. Le slime est, comme les personnages du film n'arrêtent pas de le répéter, une sorte de boue qui réagit aux humeurs de son environnement. Nous déduisons, d'après les dialogues du film, qu'il peut être chargé négativement, et dans ce cas c'est un concentré de, je cite, mal, ou qu'il peut être chargé positivement, et dans ce cas il est un concentré de ce que nous devinons être le bien. Toutefois, analysons de plus près ses réactions lorsqu'il est concentré de mal ou lorsqu'on le charge de mal. Nous voyons la première fois qu'il réagit qu'un juge, alors que les membres de SOS Fantôme sont reconnus coupables du crime qui leur est imputé, avoir coupé le courant de tout Manhattan, explique à ces derniers qu'à une autre époque, il les aurait condamnés au bûcher. À ce moment-là, le slime relâche les fantômes des frères Scollieri, deux criminels que ce juge a envoyés à la chaise électrique. Nous avons ici un contexte anciennement hostile pour les deux frères qui sont décidés à se venger maintenant qu'ils sont morts. Puis, lors d'expériences menées par Egon et Ray, nous voyons le slime se charger progressivement mal alors qu'il se fait insulter par les deux membres de SOS Fantôme. Nous avons donc là encore une réaction à un contexte hostile. Enfin, lorsque Winston, Ray et Egon descendent dans les égouts à la recherche d'une station de métro, où une rivière de la fameuse boue émotive, pour reprendre la police une expression de Peter, s'écoule, cela commence à rencontrer des apparitions. Ces dernières ont comme but d'éloigner le héros de leur objectif. En somme, c'est un moyen de défense pour se protéger de la menace que les personnages pourraient représenter. Dans ces trois situations, nous voyons la substance qui nous intéresse ou ses occupants, toujours dans un contexte qui pourrait la menacer ou rappeler à ses occupants d'anciennes menaces. Face à cela, en somme, elle se défend pour éloigner ou détruire les menaces. C'est donc cela du slime chargé négativement, une sorte d'organisme vivant qui a peur et qui potentiellement, si ce n'est attaque, peut attaquer. A contrario, celui-là est dit chargé positivement lorsqu'on lui passe de la musique joyeuse, lorsqu'on lui parle gentiment, ou encore, comme nous le devinons à la suite d'une plaisanterie de Peter, lorsqu'on dort avec lui. En somme, lorsqu'il n'est pas menacé, voire lorsqu'il se sent protégé. Ce manichéisme attaché à des états psychiques nous a rappelé le psychanalyste Wilhelm Reich. Ce dernier écrit dans La fonction de l'orgasme, je cite, ce qu'on appelle un humain cultivé en vient à une structure vivante composée de trois couches. À la surface, il porte le masque du self-control, de la politesse obsessive et mensongère de la sociabilité artificielle. À cette couche, il recouvre la deuxième, l'inconscient freudien dans laquelle le sadisme, l'avidité, la lascivité, l'envie, les perversions de toutes sortes, etc., sont tenus en échec sans avoir pour autant perdu de leur pouvoir. Cette deuxième couche est le fait artificiel d'une culture niant la sexualité. Consciemment, on la sent comme un vide intérieur béant.
Derrière elle, dans les profondeurs vivent et travaillent la sociabilité et la sexualité naturelle, la joie spontanée du travail, la capacité d'amour. Cette troisième couche, la plus profonde, représentant le noyau biologique de la structure humaine, est inconsciente et redoutée. Elle est en désaccord complet avec chaque aspect de l'éducation et du régime autoritaire. Fin de citation. Mettons de côté pour l'instant la première couche, celle du self-control. Après tout, d'après Reich, elle ne concerne que les humains cultivés, même si nous supposons qu'un éthologue habitué à des animaux non humains, dressés violemment, pourrait critiquer ce point de vue. Passons donc tout de suite aux deux couches suivantes. Celle qui, dans un contexte judéo-chrétien, pourrait être celle du mal et celle qui, dans le même contexte, pourrait être celle du bien. Et nuançons la théorie de Reich, car il n'avait pas de slime sous la main pour la parfaire. D'après lui, l'être humain naît naturellement bon et c'est la morale sexuelle qui le rend mauvais. La sexualité n'est pas vraiment notre problème ici, on en a suffisamment parlé l'avant-dernière fois, bien qu'elle soit présente dans le premier Ghostbuster. Toutefois, comme Klaus Teweleit l'explique dans son livre Fantasmagorie, traitant de la sexualité des corps francs allemands pendant la période entre les deux guerres mondiales, si elle est associée à des dangers, en effet, elle peut devenir sadique. Justement, pour en revenir à notre slime, nous voyons que lorsqu'il est chargé négativement, il pourrait être associé à la deuxième couche. Là encore, nous rappelons que nous sommes dans un contexte judéo-chrétien, d'autant plus que dans son livre Le meurtre du Christ, Reich associe la troisième couche au comportement du Christ. Si la substance se comporte mal, si elle est maléfique, c'est parce qu'elle est en danger ou qu'elle se rappelle une situation où elle a été en danger. L'être humain chargé négativement de Reich serait donc un être humain se sentant dans un environnement hostile ou projetant sur son environnement des souvenirs où il a été menacé. Ainsi, en appliquant nos observations sur notre bout aux théories de Reich, nous remarquons que pour ce dernier, l'humain bon est un humain qui se sent en sécurité. Nous avons alors un sérieux doute sur le fait qu'il soit dans ce cas naturel ou contre nature. Il se situe juste dans l'espace et dans le temps. Commentons maintenant une autre propriété du slime, sa faculté à influencer. En effet, lorsqu'il est chargé négativement et recouvre Winston, Ray et Egon, cela deviennent haineux. De même, lorsqu'il est chargé positivement, il anime la statue de la liberté pour aller combattre le mal. Il semble alors que nous pouvons parler d'une relation d'empathie entre le slime et les objets qu'il recouvre pareillement à celle que le neurologue Pierre Lemarquis explique dans son livre Le portrait du cerveau en artiste. Un peu long, mais quand même. Citation. Lequel d'entre nous n'est jamais sorti d'un cinéma animé quelque temps encore des pensées du personnage et d'un film, adoptant sans le remarquer la démarche chaloupée d'un pirate des Caraïbes ou d'un cow-boy hollywoodien? Selon l'hypothèse de Galecé, l'incarnation de l'émotion esthétique a deux composantes. D'une part, les sentiments empathiques suscités chez les spectateurs par des éléments représentés dans l'œuvre, action, attention, objets, émotions et sensations décrites, et d'autre part, les sentiments générés par la technique, le style, en un mot, la personnalité de l'artiste. Coup de pinceau, couleur, matériaux employés qui relève également de la mémoire, souvent non verbale, implicite. Comme le souligne son étude sur la proportion dorée des sculptures, l'activation des aires prémotrices et pariétales postérieures, impliquées dans le contrôle visuo-moteur dans des mouvements amène à supposer que le spectateur effectue dans sa tête en miroir le même geste que la statue. Dans ces conditions, la vision du baiser de Rodin est préférable à celle du Lacaune et de ses deux fils dévorés par les serpents au musée du Vatican, qui pourtant enthousiasma Goethe et Michel-Ange. Et je vous laisse imaginer l'impact d'un film érotique. De même, l'écoute d'une musique plaisante s'accompagne également d'une activation motrice. Notre cerveau chantonne, même si notre langue et notre larynx restent immobiles. Bientôt viendra l'envie de danser. Fin de citation. Nous reviendrons plus loin sur l'idée d'empathie, qui nous paraît importante dans ce film. Notons juste pour l'instant que le marquis parle bien d'empathie entre une œuvre d'art et un humain et que la boue émotive est si chargée positivement lorsqu'elle écoute Higher and Higher de Jackie Wilson, elle en vient à faire danser un grippin et même faire bouger la statue de la liberté. On constate donc une relation d'empathie entre le slime et la musique, mais aussi entre l'objet et le slime. En effet, lorsqu'un être humain est recouvert de la substance, il adopte alors son comportement. Ainsi, lorsque Winston et Ray sont englués, ils veulent se tuer. Néanmoins, il reste ici un point non expliqué dans le film, probablement parce que Egon et Ray n'ont pas eu le temps de faire suffisamment d'expérience. La relation n'est telle que dans un seul sens. Si le slime se nourrit de la haine, comme il est dit dans le film, alors il y a bien une relation dans les deux sens. Prenons Ray. Il s'est senti en danger à cause de Winston, celui-là ne l'ayant pas empêché de tomber dans la rivière de la station de métro précédemment mentionnée. Il a eu peur et a donc des raisons de s'énerver contre lui. Au fond, nous retrouvons là le schéma décrit précédemment. La substance se charge de cet énervement, puis le transfère à son tour. C'est donc une boucle sans fin, amplifiant alors le comportement de Ray jusqu'à potentiellement le pousser au meurtre.
Une autre hypothèse, qui n'exclut pas forcément la première, pourrait être que le slime se sente une fois de plus en danger face à la réaction de Winston en face de lui, devenant alors de plus en plus haineux, communiquant sa haine à Ray, ce dernier terrorisant à son tour le slime sur Winston. Dans les deux cas, nous avons une boucle sans fin dont la seule solution est de retirer l'événement glué. Enfin, et pour en terminer, notre gluante et émotive vase s'écoule vers le musée où la peinture de Vigo réside. Est-ce dû à l'incroyable magie de Vigo? Peut-être. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le slime a comme volonté de se mettre hors danger. Or, en allant vers Vigo, nous pouvons faire l'hypothèse qu'il se met sous sa protection. Cela nous paraît être un comportement très naturel, vu sa motivation, d'autant plus que nous le repérons ailleurs. Lorsque Dana sent que son enfant est en danger, elle va voir ses amis de SOS Fantôme. Néanmoins, remarquons dès maintenant que ce n'est pas elle qui est en danger, mais bien son fils. Son but n'est pas de se mettre soi-même en sécurité, mais de protéger Oscar. Maintenant, parlons de Vigo, la tristesse de Moldavie. Après avoir fait quelques remarques utiles pour la suite à propos du slime, nous allons étudier Vigo. Nous remarquons que ce que nous allons dire peut être appliqué à de nombreuses peintures. De deux choses l'une, soit le personnage de Vigo n'est que la métaphore de certaines caractéristiques des œuvres d'art, soit les membres de SOS Fantôme se trompent lorsqu'ils affirment que la peinture de Vigo est la seule à être hantée au musée. Dans ce cas, elles le seraient toutes, la peinture de l'antagoniste du film étant la seule à se manifester. Nous vous laisserons en décider. Néanmoins, des scientifiques comme Egon et Ray peuvent se tromper. Ils s'y connaissent probablement plus en fantômes qu'en peinture. Nous serons d'ailleurs forcés à citer longuement des spécialistes en art. Nous en sommes désolés, mais si le musée de New York abrite plusieurs fantômes, nous nous sentons forcés de le prouver par tous les moyens, même les plus inconfortables. Mais qu'est-ce que Vigo? Il est le fantôme d'un tyran magicien sanguinaire ayant péri à plus de 100 ans, torturé et exécuté. Il a été appelé de son vivant, entre autres, Vigo le Terrible, le Fléau des Carpates et la Tristesse de Moldavie. Nous en saurons pas plus. Toutefois, plus que Vigo en lui-même, c'est bien sa peinture qui nous intéresse. Elle est hantée, habitée et donc, d'une certaine manière, en vie. Or, selon le peintre Vassili Kandinsky, toutes les œuvres d'art sont en vie. En effet, ce dernier écrit, citation, c'est d'une manière mystérieuse, énigmatique, mystique que l'œuvre d'art véritable naît de l'artiste. Détachée de lui, elle prend une vie autonome, devient une personnalité, un sujet indépendant animé d'un souffle spirituel qui mène également une vie matérielle réelle, un être. Ce n'est donc pas une apparition indifférente et née par hasard qui séjournerait également indifférente dans la vie spirituelle. Au contraire, comme tout être, elle possède des forces actives et créatrices. Fin de citation. Selon Kandinsky, les lignes, les couleurs et les formes permettraient de créer une force vivante dans l'art, celle-là servant à l'élévation spirituelle de celui ou de celle qui le regarderait dans le cas de la peinture. Même si nous ne pouvons pas parler de cette élévation dans le cas de Vigo, nous sommes forcés de reconnaître que la toile dont nous parlons ici est bien un être autonome ayant des forces actives et créatrices. Toutefois, il faut bien préciser que ce n'est pas seulement le sujet Vigo qui donne vie à sa peinture. C'est entre autres sa position, le paysage derrière lui et les couleurs utilisées. Le peintre, lorsqu'il a peint la tristesse de Moldavie, a créé une ambiance et un climat. Bien plus que Vigo, c'est tout ce climat qui prend vie pour représenter et être ce que le Seigneur des Carpates était réellement pour l'artiste. Un être terrifiant et sadique. Il est fort à parier que si Vigo avait été peint dans d'autres tons, dans un décor champêtre, assis dans l'herbe et déjeunant avec des femmes nues, l'impression que la toile aurait donné, et donc son souffle spirituel mentionné par Kandinsky, aurait été tout autre. Nous venons d'écrire sur ce que Vigo est réellement pour le peintre, pour synthétiser le mal. Or, pour un autre peintre, Paul Klee, citation, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. L'art suppose la coïncidence visible de l'esprit et du contenu avec l'expression des éléments de la forme et celle de l'organisme formel. Fin de citation. Si nous admettons l'idée de Klee, le peintre a su rendre visible ce que Vigo était réellement, le mal. En articulant les idées du peintre et celles du psychanalyste Reich, nous remarquons alors que l'artiste a le pouvoir de percer la première couche, le fameux masque du self-control, de la politesse obsessive et mensongère et de la sociabilité artificielle de l'être humain, sans forcément le représenter dans un acte sadique et pervers, pour reprendre un terme de Reich, voire des termes de Reich. Notons alors que pour voir le fantôme, voir le monstre que Vigo est dans la peinture, Egon et Ray, s'ils avaient eu un peu plus de connaissances en histoire de l'art du XVIe siècle d'Europe centrale, n'auraient pas eu besoin de leur outillage technique, une simple analyse méthodique de la peinture aurait suffi. Alors l'art est-il plus fiable que la nature, pour paraphraser Wilde? Non. Chez Ghostbusters, peut-être dans Wilde. Imaginons que cette peinture soit à l'œuvre d'un vil propagandiste ayant pour but de nuire à la réputation de Vigo. Ce que le Seigneur des Carpates aurait été réellement pour lui, et donc le sujet de sa toile, serait totalement différent de ce que Vigo fut vraiment.
Dans ce cas, non seulement nous avons vu que toutes les toiles du musée, puisqu'elles ont chacune un souffle spirituel, sont hantées par des fantômes, mais que ces derniers peuvent très bien être différents des sujets réels peints. Elles sont donc bien plus hantées par les peintres eux-mêmes que par les sujets. En somme, il existe quelques probabilités pour que les membres de SOS Fantôme se trompent. Le fantôme de Vigo n'a aucun rapport avec Vigo lui-même, qui, si cela se trouve, était un sympathique démocrate néanmoins peu apprécié par ses rivaux et son portraitiste, cela voulant nuire délibérément à sa réputation pour des motifs au mieux bassement politiques. Néanmoins, il est indéniable que la peinture de Vigo a des pouvoirs, y compris celui de posséder certaines personnes qui la regardent, comme elle le fait avec János Poa ou Ray. Mais là encore, est-ce dû au pouvoir du magicien Vigo ou plus simplement à la peinture elle-même, voire n'est-ce pas la responsabilité des possédés eux-mêmes? Ces derniers n'ont-ils pas des prédispositions à être possédés parce qu'ils comprennent intuitivement la peinture? À propos de la compréhension d'une œuvre, voire d'un être humain en général, l'historien de l'art Georges Didier Berman écrit dans son livre L'image survivante, citation, comprendre quelqu'un, ce n'est pas accumuler, voire synthétiser le plus d'informations à son sujet, bien que cette archive historique soit évidemment nécessaire. C'est accéder dans l'inattendu, par l'infulguration, dit Binswanger, à une connexion de motivation où le sujet, d'un coup, s'ouvre et libère ainsi l'inimitable dimension de son Dasein. Henri Malguinet suppose dans ce moment l'acte paradoxal d'inclure une sorte hors de soi, acte dont l'enjeu s'exprime assez bien dans la formule courante aller au fond. Aller au fond a ici le double sens de couler bas et de descendre vers l'ultime et primordiale profondeur sur laquelle tout repose. C'est à la fois s'abîmer et se fonder, au sens de prendre fond, les deux en un. Fin de citation. Pour reprendre les termes de l'historien de l'art, il nous semble que János et Ré vont au fond de la peinture de Vigo et ont donc une connexion de motivation parce qu'ils ont relativement les mêmes motivations que le fantôme de Vigo. János est un personnage désagréable, voulant s'accaparer autrui, Dana, tout comme le fléau de Moldavie veut s'approprier Oscar. Quant à Ray, il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui se sent méprisé par la ville de New York, insulté par des enfants, maltraité par son ami Peter et laissé suspendu au-dessus de la rivière de Seine par ses amis. Si nous revenons à ce que nous disions précédemment à propos du mal, l'on peut comprendre qu'il évolue dans un climat qu'il juge constamment hostile, ce qui est une bonne prédisposition à la haine et donc au mal. János, Ray et la peinture de Vigo font donc une communauté parce qu'ils ont des motivations similaires. Ainsi, l'un des problèmes que nous avons soulevés dans la première partie trouve peut-être ici une solution. Le slime chargé négativement est en communauté avec des personnes énervées qui en sont recouvertes, permettant alors au slime de les influencer. La première couche mentionnée par Reich n'existe plus. Il y a un lien direct entre le noyau instinctif des influenceurs et des influencés. Néanmoins, avoir les mêmes motivations qu'un fantôme ne veut pas forcément dire en être possédé. Toutefois, cela aide. Pour le comprendre, nous devons revenir au concept d'empathie précédemment vu. À ce sujet, le neurologue Le Marquis, encore, dans un autre de ses livres, Sérénade pour un cerveau musicien, écrit, citation, notre cerveau répond en miroir de façon plus intense à la contemplation de la dégustation d'une glace par un congénère plutôt que par un singe, au discours d'un homme plutôt qu'au claquement des lèvres d'un macaque ou au jappement d'un chien auquel il ne s'identifie pas. Béatrice Calvo-Merino et ses collaborateurs ont montré en IRMF que des danseurs confirmés de capoeira présentent une activation plus intense de leurs neurones miroirs à la vision d'un spectacle de cet art martial afro-brésilien que des danseurs classiques. Le cerveau de ces derniers s'embrase en revanche à la vue des pas de danse et des entrechats familiers. L'activation du système moteur des neurones miroirs est modulée par la pratique motrice et non pas par l'expérience visuelle, et elle est plus intense lorsque les danseurs de capoeira regardent les mouvements habituellement effectués par les individus du même sexe que par ceux réservés au sexe opposé, et plus intense chez les danseurs confirmés que chez les débutants. Fin de citation. Il nous semble que si les personnages deviennent possédés, c'est justement parce qu'ils forment une communauté de motivation avec le fantôme de Vigo, comme le danseur classique forme une communauté avec ses semblables. Leur cerveau, pour utiliser les termes du neurologue, serait d'une certaine manière à la fois et le leur, et celui du Vigo, enfin de Vigo, puisqu'ils réagissent de la même manière. En somme, bien plus qu'être possédés par le mal, ils en seraient son incarnation. Il y aurait alors contagion du souffle spirituel, cher à Kandinsky, de la peinture à son spectateur. Le pouvoir de l'art a souvent été traité dans les fictions et nous ne sommes pas bien loin ici de l'approche de ce sujet par John Carpenter dans ses films L'Antre de la folie et la fin absolue du monde. En effet, il suffirait qu'un lecteur lise un livre dans le premier cas et regarde un film dans le deuxième cas pour devenir fou et, pour reprendre les termes de Ghostbusters 2, être possédé par le mal ou, comme nous l'avons écrit, en être son incarnation. Toutefois, si l'intuition que nous avons développée en étudiant Ghostbusters 2 est juste,
Les films de Carpenter en disent tout autant sur l'art que sur le réalisateur lui-même. Pour ce dernier, les humains seraient essentiellement mauvais, leur permettant alors d'entrer en communauté avec le souffle spirituel magnifique d'un livre ou d'un film. De plus, nous avons bien conscience que nous prenons part à notre corps défendant, car nous détestons prendre part, à l'éternel débat sur le pouvoir de l'art et donc à son éventuelle censure. Si notre intuition n'a qu'un commencement de pertinence, nous comprenons pourquoi Stephen King a retiré de la vente son livre Rage, ce dernier relatant l'histoire d'un adolescent maltraité par ses professeurs et son père et qui prend en otage sa classe. Le gamin, pas le père. En effet, ce roman aurait été retrouvé dans les affaires de quelques assassins ayant pris part à des meurtres de masse dans des cadres scolaires aux États-Unis. Toutefois, nous pouvons nous demander, bien plus en amont qu'un quelconque débat sur la légifération des armes, quel type de société peut construire des enfants se sentant en communauté avec le souffle spirituel de Rage. Néanmoins, nous pouvons aussi nous demander si, par exemple, dans le cas du jeu vidéo Sanitarium, la volonté de l'association Famille de France de retirer le jeu de la vente était vraiment justifiée. En effet, l'une de leurs motivations était que l'œuvre représentait des situations choquantes, comme par exemple le fait de déterrer un cadavre d'enfant dans le cadre d'un jeu de cache-cache, sous prétexte qu'elle pourrait donner des idées aux joueurs et aux joueuses. Si c'est réellement le cas, nous aimerions rencontrer ces joueurs et ces joueuses auxquels les membres de Famille de France pensaient afin de les comprendre au sens que Didier Berman donne à ce verbe. L'amour et la haine. Rassurons-nous, Yanoche et Ray sont exorcisés, recouverts de slime chargé positivement. À la suite de cela, ils n'ont de cesse de répéter qu'ils aiment tout le monde. Si être mauvais, c'est haïr, être bon, c'est aimer. Comme si cela ne suffisait pas à ce qu'on le comprenne, le slime est chargé positivement en entendant une chanson d'amour, et Peter, alors qu'il est au sommet de la Statue de la Liberté, dit aux New-Yorkais que ce soir, c'est la fête de l'amour. En somme, le bien, c'est le message christique, aimez-vous les uns les autres. Si la référence nous avait échappé, la peinture qui remplace celle de Vigo, à la fin, le rappelle. Les 4 membres de SOS Fantôme, au même nombre que les évangélistes, sont autour d'Oscar, un enfant rappelant ici le Christ. Le souffle spirituel de cette peinture est donc tout autre que celui présent dans la peinture de Vigo. Toutefois, ce film ne s'adresse-t-il qu'à des chrétiens convaincus? Il ne nous semble pas. Pour le comprendre, étudions le personnage de Yanoche. Il aime Dana et va jusqu'à la capturer. Nous pourrions alors retrouver incohérent le film. Toutefois, comme le psychanalyste Eric Fromm le fait remarquer dans ses livres, entre autres L'art d'aimer, il existe en Occident une indifférenciation entre le fait d'aimer et celui d'être aimé. Ne connaissant pas assez Yanoche pour comprendre ses motivations profondes, résumons cela à un amour centrifuge et un amour centripète. Dans le fait d'aimer, il y a considération de soi-même comme autrui, nous devenons autrui. Dans le fait d'être aimé, il y a considération d'autrui comme soi-même, autrui devient nous-mêmes. Fromm peut paraître sévère en ne reconnaissant pas forcément une alliance entre les deux États, mais il permet de clarifier la situation qui nous intéresse ici. L'amour de Yanoche est centré sur lui-même, il est centripète. Il ne considère pas Dana comme une autre personne, mais comme un objet faisant partie de lui qu'il peut, voire doit, prendre ou récupérer puisqu'elle fait partie de lui. En cela, il n'a rien à faire qu'elle ne se sente pas dans un contexte hostile. Dans un cadre tout autre, l'on peut affirmer que Dana aime son enfant puisqu'elle est capable de se mettre en danger pour le sauver en courant en pleine circulation dans la rue. Aimer, c'est donc aussi cela, se mettre en danger pour qu'autrui soit hors danger. Cela peut alors aller jusqu'au sacrifice de soi. Rappelons d'ailleurs que dans le premier Ghostbuster, les membres de SOS Fantôme ont l'intention de se sacrifier pour sauver l'humanité en croisant les effluves et ainsi chasser le dieu Gozer. Aimer, à n'importe quel degré, serait donc entre autres une présupposition, une situation d'altruisme et d'entraide. Or, comme le philosophe darwiniste Patrick Thor l'a souvent explicité dans ses livres, l'être humain est un animal trop fragile par nature pour avoir pu compter uniquement sur lui-même dans son histoire. Il a donc dû compter pour survivre sur l'entraide. Nous comprenons alors le raisonnement de Thor lorsque celui-là écrit dans son commentaire au texte Darwinisme et marxisme de Anton Pankow, citation, tribu, nation, humanité, être sensible, autant de frontières à franchir au cours de l'élargissement de la sympathie selon Darwin. La lutte s'exténue progressivement à l'intérieur de groupes de plus en plus vastes tout au long du processus de civilisation. Ce qui ne signifie nullement un arrêt immédiat des conduites de rivalité ou d'émulation à l'intérieur des groupes eux-mêmes. Ce qu'il fallait comprendre au sein de ce vaste et long mouvement, c'est que la lutte darwinienne pour l'existence tend en effet à être progressivement évincée du processus civilisationnel, qui s'identifie à l'amplification indéfinie de la reconnaissance de l'autre, sans pour autant immédiatement disparaître, suivant ainsi la loi également darwinienne du dépérissement des anciennes formes. La sélection naturelle se soumet ainsi à sa propre loi, ce qui implique que sa propre extinction sous sa forme ancienne, supplantée, ne peut être en réalité ni soudaine, ni brutale. Fin de citation.
Néanmoins, ne pensons pas que Thor et Reich soient d'accord. Pour Thor, l'homme n'est pas bon par nature, il a eu tout simplement à l'être s'il voulait survivre. Ce comportement serait alors ancré en lui, ce qu'il ne l'aurait pas eu disparaissant. Si l'on admet cette théorie, le message de Ghostbusters n'est donc pas forcément un trait galvaudé aimez-vous les uns les autres, mais bien entraidez-vous les uns les autres. Tout le thème du film est résumé dès les premières minutes, au milieu de gens énervés. Un concierge aide gratuitement, même si ce n'est pas son travail comme il le précise lui-même, Dana à porter ses courses. Nous comprenons aussi tout le sens de la phrase de Vigo, ce qui a été sera, mais ce qui est ne sera plus jamais. Avec son avènement, Vigo va faire replonger l'humanité à un stade antérieur de son évolution sociale, et cela à jamais. Si nous avons bien compris, toujours Didier Huberman, Ghostbusters 2, ce film, derrière des apparences assez légères, traite de nombreux sujets encore d'actualité et qui l'ont souvent été depuis déjà quelques siècles. La peur, la haine, le mal, l'amour, l'entraide et le bien. Il se permet au passage de mêler à ces thèmes une réflexion sur l'art et son pouvoir sur l'être humain. En cela, ce film est intemporel et peut très bien encore intéresser des personnes aujourd'hui, malgré un contexte et des plaisanteries un peu datées. Quant à nous, si ce que nous avons développé ici est juste, et si vous avez compris notre texte, alors il y a de fortes chances pour que nous puissions arrêter d'avoir peur à l'idée de la mort en général. À l'instar de Vigo, nous affirmons que la mort est une porte, le temps n'est qu'une fenêtre. Je reviendrai. Merci. Merci, merci à toi, cher Albin. Il y a encore beaucoup de choses là. C'est décidément, on commence sur les chapeaux de roue cette troisième journée. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense on va revenir. Ça m'a fait penser en t'écoutant qu'il y a beaucoup d'éléments au fond dont on n'a pas encore vraiment parlé depuis le tout début du premier monstre. Par exemple, la question de la vengeance. Depuis notre première journée d'études, on l'a abordé à chaque fois, mais finalement pas tant que ça. Notamment dans les films de bêtes, dans les films d'animaux, je me disais qu'il y aurait sûrement quelque chose à faire, comme tu parlais des années 80, puisqu'on est en pleine période Reagan. Je me disais qu'en reculant un peu dans le temps et en allant voir du côté des Dents de la Mer et de tout ce qui est ensuite les films de requins, il y a souvent l'idée de la vengeance, mais d'une vengeance implicite. On a l'impression que la bête veut se venger de quelque chose et on ne sait pas toujours de quoi. Je pense au deuxième Dents de la Mer. Oui, Non, ce que tu dis, alors toi, tu penses au deuxième dans de la mer, moi, ça me rappelle Orca, oui aussi, c'est tu vrai. vois, Oui, oui. où en gros, l'orque se venge parce qu'on a tué sa famille. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est quand même un peu. Dans les films de bêtes, j'ouvre une porte, puisque tu terminais sur l'image de la porte, j'ouvre une porte pour la quatrième journée sur les monstres. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire sur monstres et animalité, là où mis à parler de la bestialité, etc., mais aussi de monstres et vengeance ou animal et vengeance. Il y a Orque, effectivement, il y a le deuxième Dent de la Mer. Il y a quand même très souvent l'idée que si le monstre ressurgit, c'est le retour du refoulé en quelque sorte. Si le monstre ressurgit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec lui, qu'on l'a maltraité et qu'il, lui ou les siens, et qu'il est normal qu'il vienne en quelque sorte réclamer vengeance. Et je pense qu'on n'a pas vraiment consacré une seule complète intervention sur ce point-là de la vengeance. Et c'est en t'entendant, en t'écoutant, que je me suis dit, il faudra quand même que je leur dise qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Inutile de dire que ça m'a beaucoup intéressé, cette histoire d'inconscient, de psychanalyse, etc., puisque pas plus tard que mercredi dernier, je disais aux étudiants rémois à quel point il était scandaleux qu'il n'y ait plus un seul cours de psychanalyse et littérature ou psychanalyse et fiction. De toute façon, tout ça est signifiant. Si on a supprimé ces cours-là, il y a bien une raison. D'autant qu'on pourrait voir finalement le monstre comme une image du ça. Quand on pense au ça freudien, j'ai l'impression qu'on se le représente toujours comme sale, gluant, etc. Alors qu'il n'est pas du tout enfoui en nous. C'est pas du tout ça. Mais on se le représente un peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression en termes fictionnels, comme quelque chose de gluant, de plein d'images sales et dégoulinantes. Et là, il y aurait un lien entre vos deux communications, à Oumi et à toi, Albin, le sale, le gluant, à vrai dire, presque l'insupportable saleté, en quelque sorte. Et comme tu parlais psychanalyse, et que l'inconscient est dans les mots, et que tu parlais de toile, je me disais qu'il y avait aussi la toile peinte, mais il y a la toile de Spider-Man dont va nous parler Clément après, les toiles gluantes qu'il envoie pour se défendre, mais qui parfois tombent à côté, etc., puis engluent un pauvre passant qui se trouve là et qui se trouve englué dans la saleté de toile de Spider-Man. Et je pense que la question de la saleté, du retenu prisonnier, du sac qui revient, on trouve ça aussi dans beaucoup de représentations japonaises, le sale, le gluant. Je pense à bien des représentations qui sont liées à la tradition de l'Ero-guro,
c'est gluant, c'est sale, c'est tentaculaire, c'est crasseux et on a du mal à s'en défaire. Et je suis content que tu aies parlé de Ghostbusters, deuxième pour ça, parce que c'est plein, ouais, c'est l'ectoplasme, etc. J'aime beaucoup toutes ces questions-là, vous vous en doutez. Ce qui est très représentatif aussi dans Ghostbusters 2, c'est la domestication du splatterpunk, parce que finalement, c'est un peu la même, c'est dans les années 80 que justement l'horreur se fait très gluante. Et c'est une représentation aussi qui est très datée finalement, cette promotion de la glu qui vient un peu des monster movies, mais qui n'était pas nécessairement gothique. On le verra tantôt avec les Victoriens. Ce qui était assez drôle, on l'a vu un peu nous pour le Gremlins qui va sortir bientôt, on espère, Sébastien. Justement, comment il y a aussi dans les années 80 cette sorte de versant un peu plus teenager, plus domestiqué, plus familial aussi, de représentation horrifique qui devenait de plus en plus viscérale. Et c'était le body horror, etc., dont on parlait beaucoup dans ces années-là. Body horror pour le cinéma et splatterpunk pour la littérature. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir comment ces représentations un peu extrêmes partent de la marge, de la périphérie, de ces mouvements un peu contre-culturels, un peu punk dans le terme de splatterpunk justement, et comment ils sont agglutinés dans la culture mainstream. Et ça aussi, c'est assez intéressant pour tous les films du type Joe Dante, Spielberg, etc., etc. Enfin bon, tout ce côté-là où s'inscrit aussi Ghostbusters. Et du coup, je pense aussi que ça a beaucoup changé la perception justement mainstream de l'horreur en naturalisant des représentations qui étaient beaucoup plus proches de la psychanalyse de manière évidente chez Cronenberg et autres. Donc, on dirait que ça vient de quelque chose qui est très, très ancré dans The Monsters of the Id, les monstres du Ça, etc., et qui s'en va tout simplement vers la colonisation du monstre familial, qui devient beaucoup plus gluant qu'il ne l'était auparavant. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là et qui est vraiment important. Tu en venais à la question de la différence entre possession et incarnation. Ça aussi, je pense qu'il faudrait qu'on y consacre, sinon toute une journée d'études, mais au moins une communication. Parce que quand même, dans le monstre, il y a l'enfant possédé, il y a l'incarnation presque science-fictionnelle du royaume du mal. Je pense à Event Horizon, par exemple, ce vaisseau spatial qui est une porte ouverte sur le royaume de l'enfer et qui n'est pas vraiment une question de possession par le mal, mais d'incarnation du mal avec des corps couturés, etc. Et tout ça, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faudrait revenir. De même, d'ailleurs, après tout, mais là, tu en as bien parlé, la question de la toile, justement, de la peinture, etc. Il y a la photographie aussi, la photographie bizarre et vaguement possédée, si j'ose dire, celle de la fin de Shining, dans laquelle, voilà, que le personnage de père de famille se trouve associé à tous les autres, etc.